C'est Olivier Pastré qui est économiste, qui est professeur qui était professeur à Dauphine et qui est professeur honoraire à Paris 8. C'est un économiste tout à fait respecté en France et en Europe, qui a écrit plusieurs ouvrages en fait, de mise en rapport de l'histoire et de l'économie moderne. Notamment, il a écrit un bouquin sur Colbert et le colbertisme et comment on devrait s'inspirer du colbertisme dans la France moderne. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un souverain qui était le plus grand de tous les économistes, de tous nos souverains, Napoléon III, dont jamais personne n'a vraiment parlé comme potentielle inspiration pour la France moderne. Et il m'a proposé qu'on l'écrive ensemble, parce que Olivier est également mon oncle. Et Olivier a la particularité d'être l'héritier de la famille Pastré, qui a été une des cofondatrices du canal de Suez. Donc son arrière-grand-père était au conseil d'administration de la compagnie maritime de Suez. Et puis bon, bah, moi, Joachim Murat, comme mes cousins, on est les arrière-petits-cousins de Napoléon III, qui était le neveu du maréchal Murat et de la reine Caroline Bonaparte. Donc voilà, donc ça a donné ce livre, et donc c'est un livre qui évidemment réhabilite la mémoire de Napoléon III. Cette réhabilitation avait déjà commencé sous Philippe Sauguin, qui avait fait un livre remarquable sur Napoléon III le Grand. Et là, évidemment, on reprend toute la forge à fake news qui a détruit l'imagerie de Napoléon III dans la mémoire collective. Notre analyse, en fait, est inspirée un petit peu par la discussion que j'avais eue avec l'historien Xavier Mauduit, qui m'avait donné un truc très lumineux. Il dit, en fait, la République n'a pas peur de Napoléon Ier, parce que ça ne sert à rien d'avoir peur de Napoléon Ier. Si jamais Napoléon Bonaparte revient, vous ne pouvez pas vous défendre. C'est Napoléon Bonaparte, il fera ce qu'il veut, il est un génie de ce niveau-là, rien ne lui résiste. En revanche, la République a vraiment peur de Napoléon III. Parce que Napoléon III est le premier président qui est arrivé par les voies naturelles, suffrage universel direct, et qui va mettre en place toute la base de la modernité, enfin même pas la base, la modernité en France, qui était en fait un pays qui était encore dans un état, je dirais pas moyenâgeux, mais franchement plutôt post-moyenâgeux, et surtout qui va mettre en place les bases de toute la justice sociale française et de tout ce modèle qu'on va appeler maintenant gaulo-bonapartiste aujourd'hui, d'une prospérité dans une économie libérale, mais contrôlée par un État qui vérifie que les externalités négatives des initiatives privées n'écrasent pas les citoyens et les ouvriers. C'est-à-dire qu'il faut protéger les ouvriers tout en laissant les entrepreneurs travailler pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui du ruissellement. Donc évidemment, c'est assez agaçant cette histoire de ruissellement aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, ça marchait. Donc comme à l'époque, ça marchait, on s'est dit, on va peut-être s'en inspirer. Et donc le bouquin, en fait, s'inspire de toutes les méthodes de Napoléon III et voir comment est-ce qu'on pourrait les appliquer à la France moderne. Donc c'est plus un essai historico-politique qu'un livre d'histoire. Et vous allez découvrir plein de choses dans ce livre, notamment on a beaucoup accusé Napoléon III d'avoir un bilan diplomatique nullissime, alors que ça n'est pas vrai. Son bilan diplomatique est étincelant. Il n'y a que deux erreurs, que deux grosses erreurs. C'est évidemment la campagne du Mexique, qui est tout sauf un succès, mais dont l'inspiration doit nous donner des leçons aujourd'hui, parce que s'il fait une campagne au Mexique, c'est pour créer un empire catholique contre l'empire protestant américain. Il se dit à ce moment-là, la puissance américaine va devenir quelque chose de beaucoup trop grand, va devenir quelque chose d'extrêmement difficile à contrôler. Il faut qu'il y ait un contrepoids sur le continent. Il ne faut pas qu'ils aient toutes les Amériques. Et c'était ça le projet de Napoléon III. Donc ça n'a pas marché. Mais l'idée était bonne. Et enfin, évidemment, Sedan, bien sûr, qui en termes de politique étrangère, là, pour le coup, est un désastre absolu, puisque ça a été une atroce défaite. Mais bon, vous savez très bien que Sedan, la terrible défaite, on a ensuite accusé Napoléon III d'avoir perdu l'Alsace-Lorraine. Alors c'est parfaitement faux, c'est pas lui qui l'a perdu, c'est la République, puisque c'est la République qui signe, plus d'un an après la capture de Napoléon III, la cession de l'Alsace-Moselle à l'Allemagne. Mais évidemment, si Napoléon III ne s'était pas embarqué dans cette aventure, on n'aurait pas perdu le monde, etc., etc. Mais donc on a voulu réduire la figure de Napoléon III à son coup d'État et à son échec de Sedan, parce que la République, en fait, qui n'était pas stable sur ses appuis à partir de 1870 jusqu'à l'après-Première Guerre mondiale, ne voulait surtout pas être délégitimée par un empereur qui, lui, avait fait beaucoup plus et beaucoup mieux que ce que la République allait faire ensuite. Après. Donc voilà, donc vous allez découvrir tout ça. Et le plus intéressant, évidemment, ce sont les leçons qu'on tire de Napoléon III pour la France actuelle. Donc je vous dis à nouveau, c'est un livre de propositions concrètes également. Donc c'est pas un programme politique, mais c'est des solutions concrètes. Vous verrez, il y a des personnages un peu méconnus de l'époque qui apparaissent. Au hasard, ton arrière-grand-père. Et le rôle qu'ils ont joué dans cette incroyable aventure, vous découvrirez que grâce à Napoléon III,
Il y a des choses aussi simples que le fait de pouvoir aller aux toilettes avec une chasse d'eau. Bah, c'est lui. Avant, c'était pas possible. Une grande évolution. Vous savez que si un chef d'État qui modifie votre vie en mieux à ce point-là, avec ça, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu quand même. Hein. Parce que là, je rendez compte du confort. L'eau, le gaz, l'éclairage de tous les étages, c'est Napoléon III. Les menus dans les restaurants, c'est Napoléon III. Les prix affichés dans des magasins où vous avez le choix, c'est Napoléon III. Avant, c'était à la tête du client, les prix étaient négociés. Enfin, je veux dire, vraiment, on sort du Moyen-Âge pour arriver dans la France moderne avec Napoléon III. Et effectivement, un paysan sous le Second Empire, qui avec ses bœufs comme ça, attaque, puis il voit qu'il y a des travaux au fond du champ. Puis au bout de 6 mois, il voit un panache de fumée et il voit passer un chemin de fer. Vous vous rendez compte ? C'est de la science-fiction, ça, que pour lui, d'un seul coup. C'est pour ça que Jules Verne, par exemple, est évidemment né sous le Deuxième Empire. C'est l'époque de Jules Verne. C'est normal que Jules Verne apparaisse à ce moment-là. Les expositions universelles, c'est incroyable. Je veux dire, l'ascenseur est inventé à ce moment-là. Tout est inventé à ce moment-là. L'aluminium est inventé à ce moment-là. Tout est fin. C'est complètement fou. La batterie, qui aujourd'hui tout fonctionne sur batterie, hein, du téléphone à la voiture en passant par d'autres petits objets, bah, c'est à ce moment-là qu'on l'invente. Donc on est dans un monde de science-fiction, d'explosion de progrès, mais que justement Napoléon III va accompagner. Et une des grandes leçons de l'empereur, c'est que la pauvreté cessera d'être séditieuse le jour où l'opulence cessera d'être oppressive. Ça, c'est dans son bouquin de l'extinction du paupérisme. Ça, c'est quelque chose qui doit résonner pour nous. Dans un monde où on a des oligarques, des grands possédants, etc., et nous qui nous approvisionnerons, la totalité de la classe moyenne et de la classe moyenne moins, de la classe moyenne moins et de la classe moins, qui se précarisent de plus en plus, pendant que les riches et les hyper riches sont dans des bulles où ils montent de plus en plus, où ils nous oublient. Napoléon III lui avait vu ça sous Louis-Philippe. Il s'est dit ça, c'est comme ça qu'on crée une révolution. Effectivement, il y a eu une révolution sous Louis-Philippe. Il faut empêcher ça. Il faut laisser les riches être très riches, mais il faut surtout plus qu'il y ait des pauvres qui soient très pauvres, comme disait donc Sallust dans La folie des grandeurs. Donc là, ça c'est fini, parce que si vous avez des riches très riches et des pauvres très pauvres, vous avez une révolution. Donc des riches très riches, c'est très bien, mais il faut que toute la classe moyenne monte, etc. Et donc vous allez voir tous les mécanismes qu'avait mis en place Napoléon III à l'époque. En 18 ans, il va multiplier par 2 le PIB de la France. Il va multiplier par 3 le territoire ultramarin français. Donc la France avait presque 11% des territoires émergés de la planète étaient français sous Napoléon III. Donc en termes d'échec de diplomatie extérieure, on a connu mieux. C'est pas du tout un échec. Tout le territoire ultramarin aujourd'hui, tout le territoire maritime français est dû à Napoléon III. C'est un des plus grands levées de puissance de la France moderne. Donc voilà, donc vous allez voir, il y a des choses extrêmement étonnantes à découvrir avec Napoléon III. Et la grande leçon, c'est que quand vous avez ça va vous parler de façon assez immédiate, c'est quand vous avez une technologie qui arrive et qui peut d'un seul coup changer vraiment et la vie de tout le monde, et le modèle de société, et notamment le travail. Sous Napoléon III, c'était la machine à vapeur, c'était le télégraphe, et ça a été évidemment la révolution industrielle. Aujourd'hui, on vit la même révolution avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va complètement modifier nos modes de vie, va complètement modifier notre rapport au travail. Napoléon III lui avait anticipé ce problème-là et l'avait accompagné. Je ne suis pas sûr qu'on accompagne bien ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, avec les conséquences sociétales que ça va avoir. L'intelligence artificielle est là, il faut qu'elle se développe, il faut l'accompagner, il faut en profiter, mais il faut anticiper et préparer le choc sociétal que... Napoléon III l'avait fait, donc il y a des très bonnes idées tirées de Napoléon III pour nous aider. Donc n'hésitez pas, mesdames, messieurs. Il est bon, il est pas cher. Et il a pile la bonne taille pour caler un meuble. Donc surtout, jetez-vous dessus. Qui relie Napoléon III à Ah bah oui, la librairie.